Salut à tous, alors je fais cette vidéo rapide pour vous parler de deux études qui mettent à bas les déclarations à la fois du Premier ministre et d'Olivier Véran, et puis parce qu'on commence à avoir du recul sur la crise du Covid. Or, ces deux études, vous le voyez, vous le verrez, viennent à point nommé pour participer au bilan de cette crise. La première étude, et je vous invite à aller sur le site de l'UFML pour voir le communiqué de presse qu'a produit le bureau dessus. C'est une étude qui a été financée par l'Organisation mondiale de la santé. Le New York Times en parle cette semaine. Étude qui a été publiée dans le Lancet et qui reprend qui compile 172 études sur les masques et leurs performances. Et elle prouve que les masques N95, qui sont les appareils respiratoires, c'est-à-dire les masques FFP2, les masques bec de canard, sont bien supérieurs en efficacité que les masques chirurgicaux et que les soignants devraient être fournis dans la lutte contre le Covid-19 avec ce type de masque. C'est ce que l'UFML disait depuis le début. Dès fin février 2020, nous disions qu'il fallait que les soignants dans leur ensemble soient fournis en masque FFP2 et que la médecine de ville soit fournie en masque FFP2 et non en masques chirurgicaux. Et cette étude nous donne raison. De mémoire, c'est 92% d'efficacité versus 77%. On sait combien il a été difficile pour les soignants de se munir en ce type de masque, et on sait quel est le lourd tribut qui a été payé notamment par la médecine de ville. Or, je vous rappelle que lors de sa déclaration devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre, lors de la déclaration du déconfinement, disait que, relativement aux masques, ils avaient choisi de fournir de réserver les masques aux soignants hospitaliers, disait-il, avant qu'il avait donc écarté la ville, écarté les soignants libéraux de la fourniture des masques. Cette étude sort à point nommé, je vous le dis. Elle montre non seulement que les masques FFP2 sont supérieurs aux masques chirurgicaux, elle montre aussi et elle prouve qu'il y a une aérosolisation, c'est ce que nous disions également depuis des semaines et des semaines, et que la transmission de cette infection ne se fait pas par les seules gouttelettes, mais bien par des microdroplets, par une aérosolisation qui reste en suspension dans l'air, qui peut y rester pendant plusieurs heures et qui nécessite, lorsque vous examinez un patient, des masques étanches. La deuxième étude, celle-là, elle met à bas la déclaration indigne d'Olivier Véran faite à l'Assemblée nationale récemment. Celui-ci disait, parlant du contact tracing, qu'on allait devoir mobiliser les soignants libéraux, les mettre en quelque sorte en mouvement, que ceci était payé à l'acte, et en quelque sorte, il voulait dire par là qu'il fallait bien que l'on gagne un peu notre vie après la crise, puisque, disait-il, ils avaient été fermés pour beaucoup d'entre eux pendant la crise du Covid et donc pendant la phase 3. Cette déclaration était une véritable honte, et le site 360 Medics a fait une enquête sur 3300 soignants libéraux et a montré que 88% des soignants libéraux étaient restés ouverts pendant la crise, 92% de médecins libéraux étaient restés ouverts et en exercice, bien évidemment. Et le ministre disait que dans les motifs de fermeture, disait-il, il y avait le fait qu'il n'avait pas pu acquérir de moyens de protection. Alors on lui rappellera qu'en plus, ces moyens de protection, c'était lui qui les fournissait, et que s'il y a eu déficit, et ça a été le cas, c'est lié à l'impuissance de son propre ministère, aux fautes de son propre ministère. Mais nous voyons par cette enquête que 92% des médecins libéraux ont travaillé. Les seuls qui n'ont pas travaillé sont ceux qui étaient atteints de pathologies chroniques et à grand risque de développer des formes graves. Et encore, il y en a qui ont travaillé. Et l'on sait que nous avons payé un extrêmement lourd tribut
à cette lutte, puisque aujourd'hui, nous le savons, près de 40 médecins sont décédés, médecins libéraux, dont 22 en activité, et les autres, on ne sait, qui étaient des retraités, on ne sait pas s'ils avaient repris leur activité ou non, mais les enquêtes le montreront. Donc dire que les médecins étaient fermés pendant la crise, c'est une véritable honte. Dire qu'ils étaient fermés parce qu'il manquait de matériel et en quelque sorte qu'ils étaient couards ou peureux et qu'ils n'osaient pas aller respecter leur serment parce qu'ils auraient manqué de matériel est également indigne, profondément indigne, venant d'un ministre de la Santé. Cette enquête montre que tout cela est faux, que, encore une fois, il a jeté comme ça des phrases sans vérifier parce qu'il méconnaît totalement notre exercice, il méconnaît la médecine de ville et quelque part, ces paroles étaient du plus profond mépris. Dernière chose, je viens de voir là le professeur Raoult interviewé sur BFM TV. Loin de moi l'idée de m'engager en disant pour ou contre, c'est pas une bataille d'Hernani ou autre, on n'a pas à être pour ou contre le professeur Raoult. Ce que l'on peut regretter, c'est les abus de langage qu'il y a eu d'un côté comme de l'autre, les insultes, les paroles extrêmement dures qui ne reflètent pas du tout ce que doit être un médecin, et malheureusement on doit déplorer le fait qu'il y ait eu un emballement qui a quitté complètement la sphère médicale, mais en tout cas la leçon que l'on doit tirer de cela, c'est qu'encore une fois on a ignoré ce qu'était la médecine de ville, puisque il avait mis, le professeur Raoult, donc, une étude qui portait sur la chloroquine versus plus azithromycine. Cette étude ne respectait pas les codes académiques habituels et on l'a reproché. Nous étions, nous, médecins de ville, en attente d'études qui allaient montrer si oui ou non ces traitements étaient efficaces, et le choix a été fait de ne pas prendre les mêmes bases que celles qu'avait mis en œuvre le professeur Raoult. On nous a pris en ce sens en otage, on a pris en otage la médecine de ville, on a là aussi en quelque sorte méprisé la médecine de ville, puisque on rappelle que dès le début, on a empêché la médecine de ville de prescrire ce type de traitement. On ne sait toujours pas d'ailleurs pourquoi. Très tôt, on a réservé ce traitement à l'usage hospitalier, et puis ensuite, alors même que si l'on avait voulu que prouver l'efficacité de ce traitement et que donc, si ce traitement a été prouvé, la médecine de ville l'applique, on a refusé cela, on a refusé véritablement cette recherche, puisque on a fait une espèce d'étude ridicule qui était l'étude Discovery, qui était censée être européenne et qui s'est révélée être uniquement basée sur des cas français, puisque les autres pays européens n'ont pas marché dedans. Elle ne reprenait pas les bases de l'étude de Raoult, et puis d'autres études qui ne reprenaient pas non plus ces bases. Ça a été un vrai choix, et ça nous a mis, nous, dans des position très inconfortable vis-à-vis de nos patients, puisque nous ne pouvions pas répondre à leurs questions, qui était celle de savoir si oui ou non ce traitement était efficace. On ne pouvait pas y répondre, puisque le choix avait été fait de ne pas prendre les mêmes bases. Ça a été très méprisant à notre égard. Voilà, la médecine de ville a été très méprisée depuis le début. Oui, je vois, on me demande pourquoi pas de tests. Oui, on n'a pas eu accès aux tests. Non seulement on n'a pas eu accès parce qu'il n'y en avait pas pendant très longtemps, mais en plus je vous rappelle, parce qu'on a tendance à oublier les choses, je vous rappelle qu'au début de la phase 3, au début aussi du confinement, quand un médecin libéral était suspect d'être atteint de la maladie et qu'il voulait se faire tester, on lui refusait ces tests. J'insiste bien là-dessus, on lui refusait ces tests. Nous avons eu des cas de couples de médecins, un médecin hospitalier, un médecin libéral. Le médecin hospitalier à l'hôpital qui était fiévreux était testé tout de suite, et son conjoint, médecin libéral, qui présentaient des symptômes n'arrivaient pas à se faire tester. Il fallait taper sur la table pour qu'on les teste. Ça aussi, c'était du mépris de la médecine libérale. Ça a été du mépris de la médecine libérale parce que nous n'avons pas eu les moyens de protection, nous n'avons pas pu être testés non plus. J'avais foutu un énorme coup de gueule, si vous vous souvenez, à BFM là-dessus. Ça a été aussi un mépris parce que pendant toute la crise, je vous le rappelle, on a tendance là aussi à oublier, nous avons demandé très tôt à ce que l'on ait un décompte des soignants contaminés. Ce décompte, nous n'avons jamais pu l'obtenir. Nous avions ce petit homme en noir qui était le professeur Salomon, qui tous les soirs nous donnait les chiffres des patients hospitalisés, des patients en réanimation, des patients décédés en réanimation.
et qui nous disait ne pas vouloir tenir une comptabilité macabre quand on lui demandait le nombre de soignants contaminés, alors que cela n'avait rien de macabre. C'était intéressant sur le plan épidémiologique, c'était intéressant sur le plan de la prévention, puisque ça pouvait indiquer à nos confrères qu'il y avait dans des départements où soi-disant le virus circulait peu, des gens qui étaient atteints et qu'il fallait donc qu'ils se protègent beaucoup. Et puis c'était très simplement le moindre des respects. Ça n'a pas été fait non plus. Là aussi, il y a eu un mépris profond de la médecine de ville. Voilà. Je termine cette intervention pour vous rappeler que actuellement nous sommes en train de travailler sur un ouvrage sur le Covid-19 dans une grande maison d'édition, et c'est pour ça que je vous ai demandé à plusieurs reprises de m'envoyer des témoignages de votre vécu de médecin libéral ou de soignant libéral par rapport au Covid-19, de ce que vous avez connu comme difficulté, parce que nous ferons des chapitres d'aération entre les différents chapitres qui vont raconter cette histoire du Covid. Dans ces chapitres d'aération, il y aura des témoignages qui pourront être anonymes si vous le voulez, ou à visage découvert ou à non découvert si vous nous le demandez. Envoyez-moi ça sur président@ufml-syndicat.fr afin que nous ayons ces paroles de terrain, parce que vous savez, l'UFML c'est ça, l'UFML c'est votre voix, c'est une voix pour votre voix, on vous l'a dit assez souvent, c'est votre maison, votre syndicat, nous sommes là pour défendre les médecins et nous entendons véritablement porter au devant ce qu'ils ont connu et retranscrire cela. Faites-nous confiance pour cela. Encore une fois, je termine aussi en vous rappelant que en 2021, il y a des élections aux unions régionales de professions de santé, que ces élections, nous entendons les gagner et que donc nous vous demandons de porter ce syndicat de toutes vos forces, de le développer de toutes vos forces, d'adhérer, de faire adhérer pour nous permettre de remplir cette mission extrêmement importante qui est d'être celle de vous représenter, d'être un syndicat véritablement représentatif en nombre d'adhérents pour porter au plus haut votre voix et pour que plus jamais vous n'ayez à subir de tels mépris que ceux que nous avons subis, qui ont pu amener un certain nombre d'entre nous, malheureusement, à décéder de manque de matériel ou à être malade, gravement, même pour certains. Voilà ce que je ne peux plus supporter, et nous ne pouvons plus supporter, le fait qu'on puisse vous déconsidérer au point de mal vous armer. Rappelons également, et là aussi, et puis j'en terminerai, rappelons également qu'il n'y a pas eu d'hommage, sur la médecine de ville. On a beaucoup entendu des chanteurs, des acteurs, des journalistes, des associations supporter la fondation Hôpitaux de France. On n'a entendu personne sur les drames vécus par la médecine libérale. Ce n'est pas le moindre des scandales. Eh bien, il va falloir qu'on change tout ça. Il va falloir que l'on arrive à montrer que oui, il y a une médecine libérale, oui, elle entend se développer, oui, elle entend prendre toute la place qui doit être la leur, et c'est l'UFML qui portera ce drapeau-là. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et puis encore une fois, du courage à tous et on continue. Salut.